Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le Sahel se trouve désormais au cœur des enjeux internationaux. En fait, le Sahel commence de plus en plus à occuper une place importante sur la scène pétrolière mondiale. Ces gisements énergétiques, notamment le pétrole, le gaz et l'uranium, attisent de plus en plus les convoitises des entreprises occidentales. Pour Paula, la conquête du Sahel par l'Europe est une question de survie pour elle. Mais comment les enjeux du pétrole suscitent-ils la montée de l'impérialisme au Sahel? Suivons maintenant les analyses de nos panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Sahel pétrole, enjeu de la poussée impérialiste, la transformation locale condamnée, c'est notre grande interrogation de ce mardi matin. Fondamentalement, impérialisme signifie viser, installation et maintien sur une terre qu'on ne possède pas, un territoire lointain où d'autres vivent et qui leur appartient. Pour toutes ces raisons, cette perspective séduit certains et implique souvent, pour d'autres, des malheurs, il faut le dire, sans nom. La crise du capitalisme mondial a exacerbé la ruée vers les ressources naturelles des pays du Sud, particulièrement celles du continent africain. Cette ruée se fait sous des formes diverses, en particulier par des interventions militaires dans les régions riches en ressources énergétiques, pétrole et gaz, au nom de l'objectif humanitaire, comme le droit de protéger ou l'ingérence humanitaire. Cette doctrine a été mise en œuvre de manière tragique en Libye par l'impérialisme occidental, par les soins de son bras armé, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, en abrégé l'OTAN. Le but réel de cette intervention n'était nullement la protection de la population, mais un moyen d'assurer la mainmise des entreprises occidentales sur les ressources du pays. Les ressources naturelles recouvrent la terre, l'eau, les ressources minières, les énergies, pétrole, gaz naturel, les pierres précieuses, l'or, le zinc, les forêts. L'Afrique possède, il faut le dire comme ça, quelques-uns des plus grands fleuves et cours d'eau du monde. Elle possède de vastes étendues de terres arables et moins de 10% de celles-ci sont utilisées selon plusieurs sources. Les ressources minières sont également abondantes. Eh bien, mesdames, messieurs, selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le continent africain possède 54% des réserves mondiales de platine, 78% de celles de diamants, 40% de celles de chrome et 28% de celles de manganèse. Le pétrole, j'en passe. Et d'ailleurs, le coltan, j'en passe. Et le cobalt, j'en passe. Là encore, c'est à 100%. Tout ça pour dire que le sous-sol africain est convoité et restera toujours convoité par les impérialistes. En outre, mesdames, messieurs, 19 pays d'Afrique du Sud, au sud du Sahara, possèdent d'importantes réserves d'hydrocarbures, de pétrole, de gaz, de charbon ou encore de minéraux. Des pays comme la République démocratique du Congo, la Zambie, le Niger, l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Tchad, la République centrafricaine regorgent des matières premières stratégiques comme le cuivre, le coltan, utilisé dans la fabrication des téléphones portables, l'uranium, le diamant, l'or, etc. De nouvelles découvertes de réserves de pétrole, de gaz naturel et de minerais stratégiques sont annoncées dans plusieurs pays du continent noir. L'Afrique possède quelques-unes des plus importantes réserves de pétrole. Dans la région du golfe de Guinée, qui est aujourd'hui l'une des zones les plus riches du monde, eh bien, mesdames, messieurs, l'Angola, la Guinée équatoriale, le Nigeria, le Cameroun, le Gabon, le Congo, se trouvent près des 3/4 des réserves pétrolières africaines. Cela explique que cette région soit la cible des compagnies pétrolières occidentales, ExxonMobil, Shell, BP, Elf, entre autres, et sans oublier leurs amis. Plusieurs sources nous indiquent également que plus du quart des besoins des États-Unis viendront de l'Afrique à partir, et bien sûr, c'est depuis d'ailleurs 2015. Cette dépendance accrue à l'égard du pétrole africain est liée à la réduction graduelle de leurs importations en provenance du Moyen-Orient, région de plus en plus instable et hostile aux intérêts occidentaux. Cette convoitise des ressources pétrolières africaines explique la création du commandement des États-Unis pour l'Afrique qu'on a surnommé Africom et le désir des États-Unis d'établir le quartier général de ce projet militaire sur le sol africain. Il était d'ailleurs prévu dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Voilà pourquoi aujourd'hui on en souffre encore, parlant des Amazoniens.
Les ressources naturelles dominent donc les économies africaines. Elles sont la principale source de recettes d'exportation pour la plupart des pays africains et de revenus pour les budgets des États. Mais les ressources naturelles constituent également le principal moyen de subsistance pour des populations africaines, notamment dans les zones rurales. On retiendra qu'en moyenne, 60% de la population africaine, mesdames, messieurs, ne connaissent pas que leurs pays sont riches. Mais pour mieux savoir ce qui se passe justement sur le continent africain, je vais vous faire regarder une image. On n'a même pas besoin de creuser dans le Sahel qu'on trouve déjà le pétrole. D'ailleurs, à un moment donné, le pétrole, sans crier gare, lui-même commence à sortir de terre. Regardons tous ensemble. Pas du tout de puits de pétrole. Il n'y a pas de forage. Dans ce désert, vous voyez bien que c'est un désert, eh bien le pétrole a tellement eu besoin de sortir qu'il est sorti de terre tout seul. Eh bien cette partie du Sahel, mesdames, messieurs, est tellement convoitée depuis la nuit des temps, eh bien par la France, les États-Unis, l'Angleterre et tout l'Occident. Voilà pourquoi ils ont voulu créer ce qu'on appelle l'OCRS. Nous en parlerons justement au cours de cette édition de DBS Matin. Vous l'avez vu, c'est quelque chose de rare de voir le pétrole sortir de terre sans qu'il ne soit foré. Du jamais vu. Et tout ça où, mesdames, messieurs, dans le désert. J'espère que vous voyez ces images et que vous n'allez pas dire qu'il y a un puits de pétrole quelque part. Nous sommes en plein désert, nous sommes en plein endroit où il n'y a que du sable. Et pour mieux comprendre la situation, mesdames, messieurs, nous allons regarder quelqu'un qui était au cœur de ce grand complot en la personne de Félix Houphouët-Boigny. C'est lui d'ailleurs qui a offert à l'Occident sur un plateau d'argent, eh bien, le Sahel. On l'écoute. Pour faire comprendre à nos partenaires européens que la lutte finale, si lutte doit être finale, ce ne serait pas avec des fusées. Ce serait sur le plan essentiellement économique. Et l'Europe n'a pas de matières premières. Les Américains en ont, mais pas en quantité suffisante pour en céder à leurs frères et leurs alliés européens. L'Asie, la question n'intéresse pas, je ne vais pas rentrer dans certains secrets, dans certaines confidences. Mais l'Asie, même si elle avait des matières premières, le chiffre de la population est tel qu'elle ne pourrait pas, l'Asie ne pourrait pas couvrir ses propres besoins. L'Amérique latine, c'est la situation qui prévaut depuis des siècles dans cette partie de l'Amérique. Victime aussi de l'exploitation de mêmes groupes économiques financiers puissants ne peuvent venir au secours de l'Europe sur le plan des matières premières. Il n'y a que nous, l'Afrique, de loin, le grand propriétaire des matières premières. Nous recelons. L'Afrique n'est pas suffisamment prospectée. Mais on peut admettre sans crainte de moindre démenti que nous sommes les premiers pour le faire, les premiers pour les bauxites. Quand on pense qu'en Guinée, il y a des siècles de réserves de bauxite, le manganèse, l'uranium, l'Europe a besoin de ces matières premières pour donner du travail à ses hommes, à ses ouvriers. Imaginez-vous la pauvreté se généralisant, la révolte des jeunes exploités par d'autres. Permettez-moi de ne pas aller loin dans ma pensée. Et si ces matières premières ne parvenaient pas un jour à l'Europe, voyez, notre ami à faire face à 1 million ou 2 millions de chômeurs, et ce n'est pas facile de régler cela, malgré leur bonne volonté, ils y arriveront. Mais si l'Europe venait à être privée de matières premières, c'est le chômage généralisé et qui conduira où, vous le savez vous-même. On n'aura pas besoin de tirer un coup de fusil. Voilà ce que nous nous évertuons à faire comprendre à nos frères européens. Nos intérêts sont solidaires. Il faut qu'ils nous aident à nous développer. Vous avez parlé de l'autosuffisance alimentaire.
Nous en sommes conscients. Vous croyez que c'est de gaieté de cœur que nos frères tendent la main chaque année pour une aide alimentaire? Ils sont très dignes, mais ils n'ont pas le choix. Je l'ai dit en Côte d'Ivoire, et c'est la pensée de jour qu'on récite chez moi. L'homme qui a faim n'est pas libre. Et c'est vrai. Nous avons quitté la dépendance coloniale. Mais après 20 ans, nous pouvons faire le point. Pour l'essentiel de notre existence. Pour la nourriture, pour beaucoup. Pour nos soins médicaux. Pour notre éducation. Bref, pour tout ce qui permet l'épanouissement de l'être humain, nous sommes obligés, il faut le reconnaître, de nous adresser à nos anciens colonisateurs. Vous ne croyez pas que nous soyons conscients de cette triste situation? Nous voulons nous évader de cette situation-là et nous demandons à ce qu'on nous aide. Nous avons des hommes qui veulent travailler parce qu'il est nécessaire pour eux, pour leur existence, pour leur vie et même peut-être survie, de travailler. Mais il faut qu'on nous aide. Nous ne demandons pas l'aumône. Nous ne sommes pas une sorte de mère morte qui reçoit l'eau du Jourdain sans rien laisser passer. Voyez-vous, nous parlons avec beaucoup d'images. Et voudrez-vous que je vous dise ceci pour conclure? Chez nous, on dit qu'il faut que vous nourrissiez votre enfant jusqu'à ce qu'il ait poussé des dents, afin qu'il vous nourrisse quand vous aurez perdu les vôtres. Messieurs, vous aviez là Félix Houphouët-Boigny revenu à la raison alors que c'est lui, bien sûr, au cœur de l'OCRS dans les années 60. Le voilà revenu à la raison pour dire devant d'ailleurs François Mitterrand, devant sans oublier bien sûr Mobutu Sese Seko, qui était également de la partie pour leur dire tout simplement que l'Afrique est inondée de matières premières, que l'Afrique est inondée de richesses et que les Africains ont besoin de travailler. Malheureusement, il parlait encore d'aide, même si c'était vraiment courageux de le dire devant le président Mitterrand. Pendant ce temps-là, je vous ai vu secouer la tête tout à l'heure. Voilà où les problèmes ont commencé. Jusque-là, je prends votre réaction. Absolument, c'est là où peut-être les problèmes ont continué. Ils n'ont pas commencé à ce niveau-là. Ils ont continué et notre feu patriarche Félix Houphouët-Boigny, on voit bien qu'il était dans ses propos exaspéré. Oui. Parce qu'on sait très bien qu'il a été pendant longtemps un fin collaborateur de la France et un précurseur de cette organisation nébuleuse et machiavélique qu'est la France-Afrique. Mais on voit bien qu'il y a un moment où il y a un retour de raison, une sorte de repentance, parce que, voyez-vous, on ne peut pas indéfiniment voir son peuple crever, et il fait justement allusion à son peuple, au peuple africain, qui, du fait justement du pillage, de la spoliation permanente et perpétuée de l'Occident, notamment par son visage hideux en Afrique qu'est la France, et on voit bien qu'il n'en peut plus. Et devant Mitterrand, on voit bien qu'il est outré, et qu'il se contient, puisque lui-même il dit on ne peut pas tout dire, on est obligé de présenter les choses de façon imagée. Oui. Donc, contrairement à la fin de son propos, où il fait une image qui est fort explicite, en parlant de nourrir un enfant jusqu'à ce qu'il grandisse, de telle sorte que quand vous aurez perdu vos dents, cet enfant vous nourrisse. Je dis tout simplement que on n'a jamais eu besoin de l'Occident, jamais. C'est-à-dire qu'il faut bien que les Africains intègrent cela. Ce n'est pas parce que Houphouët-Boigny, dans ce discours, dans cette sortie, en présence de son ancien patron, comment il s'appelle, Mitterrand, François Mitterrand, a dû jouer les équilibristes, que les Africains doivent penser qu'on a un temps soit peu eu un jour besoin de l'aide de l'Occident. L'Afrique n'a jamais eu le besoin de l'Occident. L'Afrique a existé avant l'Occident, en tout cas avant la rencontre officielle et malheureuse du XVe siècle, par le fait triste qu'est l'esclavage.
L'Afrique a existé, l'Afrique a eu de grands empires, l'Afrique a eu une civilisation et des civilisations qui ont donné naissance aux civilisations occidentales qui sont en réalité des pâles copies des grandes civilisations africaines de l'époque, de l'Antiquité et avant. L'Afrique, c'est des milliers d'années avant que l'Europe et l'Occident ensuite existent, avant qu'ils ne sachent même ce que c'est que la vie, avant qu'ils ne sachent même ce que c'est que le bien-être, la richesse, l'économie et tout le reste. L'Afrique n'a de leçons à recevoir de personne. L'Afrique n'a d'aide à recevoir de personne. L'Afrique, c'est l'aînée de l'humanité, la fille aînée de l'humanité. L'Afrique, c'est la source de tous les savoirs, de toutes les connaissances. Et en réalité, c'est fallacieux, c'est erroné de penser que un jour, l'Afrique a jamais eu, a une seule fois eu besoin d'une aide quelconque venant de l'Occident. Ça ne s'est jamais fait, c'est juste un mensonge propagandiste que les médias mainstream occidentaux et les livres scolaires polluants ont donné comme impression et ont prétendu depuis au moins des siècles aujourd'hui. Alors, on parle du pétrole, on parle du manganèse, du cobalt, du coltan et de toutes les richesses du sol et du sous-sol dont l'Afrique regorge et qui permettent et qui permettront à l'Afrique de vivre au-delà de ce qu'on peut s'imaginer sur des milliers d'années encore, tellement les réserves sont incommensurables, inestimables, inépuisables. Et Félix Houphouët-Boigny l'a bien rappelé dans cette vidéo, dans cette sortie médiatique. Alors, il faut bien se dire que, quand j'ai dit tout à l'heure que l'Afrique, et en fait je défonce une porte ouverte, c'est une évidence que de le dire, que l'Afrique n'a jamais eu besoin de personne, et l'Afrique n'a besoin de personne, et l'Afrique n'aura jamais besoin de personne, parce que l'Afrique a exactement tout. L'Afrique a les connaissances, l'Afrique a le caractère précurseur en termes de tout ce qui est science, l'Afrique a toutes les richesses du sol et du sous-sol possible, l'Afrique a le soleil au moins 10 mois sur 12, l'Afrique a tout ce qu'il faut, un climat favorable, des terres arables par millions d'hectares. L'Afrique a des hommes en quantité, en qualité, mais l'Afrique n'a besoin de personne. Il faut bien que les Africains intègrent cela et qu'ils fassent en sorte que cette réalité soit une vérité permanente, qu'ils revendiquent et qu'ils assument de telle sorte qu'ils soient fiers et qu'ils puissent conquérir en fait le monde tel que cela leur est destiné. Alors, quand on parle de toutes ces richesses dont l'Occident a besoin, parce que depuis toujours, l'Occident a en permanence eu besoin de l'Afrique. L'Occident, prenons seulement la rencontre malheureuse par le biais de l'esclavage à partir du 15e siècle, précisément 1453. D'où sort l'Occident, l'Europe précisément à ce moment? L'Europe sort d'une guerre fratricide de 100 ans, la fameuse guerre des 100 ans, oui. Doublée d'une peste noire qui a décimé la moitié de la population de l'Europe. L'Europe n'existe pas à ce moment-là. Et je vous rappelle que c'est à partir de ce moment, en 1454, avec le pape Nicolas V, que la bénédiction de l'esclavage est donnée et que les expéditions en Afrique commence. Et je vous rappelle également que c'est à partir de ce moment que l'Europe commence à envisager un nouvel horizon de survie. Sinon, en dehors de cela, l'Europe n'existerait pas. Et donc, c'est par le biais de l'esclavage que l'Europe a pu se reconstituer une économie, une société et recommencer à exister. Je vous rappelle aussi que c'est quand même à partir du 15e siècle, et ce n'est pas un fait anodin, ceci explique cela, qu'on parle que l'Europe, dans sa chronologie historique, parle de la Renaissance. C'est quoi la Renaissance? Tout ça veut dire ce que ça veut dire. L'Europe était inexistante, l'Europe était morte, après justement la guerre des 100 ans, la peste noire qui a fait des ravages, et comment se fait-il que ce soit à partir du 15e siècle que l'Europe parle de renaissance? Mais justement parce qu'ils avaient trouvé un nouveau souffle en Afrique, qu'ils avaient trouvé une main-d'œuvre gratuite avec l'esclavage, qu'ils avaient trouvé des richesses qu'ils ne pouvaient même pas imaginer, même dans leurs rêves les plus optimistes.
Et on a donc parlé de Renaissance. Et ensuite, à partir du XVIIIe siècle, on parlera du siècle des Lumières. Pourquoi on parle du siècle des Lumières à partir du XVIIIe siècle? Où ils estiment que c'est le moment de la pensée, c'est le moment de sortir de l'obscurantisme. Mais en réalité, c'est tout simplement parce que il y a la révolution industrielle qui a cours à partir du XVIIIe siècle, 19e siècle, et que cette révolution industrielle est due précisément à l'accumulation du capital du fait de l'esclavage qui a été mené et qui a permis de relancer leurs économies. Et laquelle révolution industrielle va s'appuyer à la faveur de la découverte du pétrole, justement entre le 18e et le 19e siècle, va s'appuyer justement sur le pétrole comme source d'énergie pour justement booster l'activité industrielle qui était nouvelle en Europe. Et tout cela provient effectivement et précisément de cette accumulation du capital. Je vous parle souvent de cette transition de mots très révélatrice là. From plantations to plant. Donc on est parti des plantations pour les usines. Et ça c'est le fait du processus de l'esclavage. Oui. Les Noirs sont à l'origine de l'existence, je ne veux même pas dire de la prospérité, parce qu'elle est apparente de l'Europe et de l'Occident. Les Noirs sont à l'origine de l'existence et de la subsistance de l'Europe jusqu'à ce jour. Parce que, voyez-vous, après cette phase, on a parlé de révolution industrielle, l'Occident a bien compris qu'il ne pouvait plus se passer de l'Afrique du fait justement de toutes ces matières premières et qu'il fallait faire même base sur l'Afrique de façon permanente et perpétuelle. Et donc, après l'esclavage, parce que la main-d'œuvre devenait chère, puisqu'il y avait déjà des machines, l'abolition de l'esclavage, ce n'était pas par humanisme. Contrairement aux conneries qu'on veut nous faire entendre. Victor Schœlcher, qui serait un humaniste parce qu'il a décidé d'abolir l'esclavage, et qui d'autre, et quel autre humaniste qui a pensé que, mais c'est juste n'importe quoi. Même ce qu'on a considéré comme les écrivains, les auteurs des Lumières, comme Victor Hugo, c'était des esclavagistes dans l'esprit, qui ne voulait pas et qui était contre la fin de l'esclavage. C'est lui, avant Sarkozy et avant tous les autres incultes, aussi incultes que Sarkozy, qui a dit le premier, dans son fameux discours, je pense à la fin du 19e siècle, qui a dit que l'Afrique n'avait pas d'histoire et que l'Afrique c'était un vaste champ de néant auquel les Occidentaux, les Européens avaient libre cours. Et devait se prendre comme devoir, justement, d'apporter la vie et la civilisation aux Africains. Donc, de tout temps, l'Afrique a été l'Eldorado, la source inépuisable pour l'existence, la subsistance de l'Occident. Alors, dans votre sujet, vous posez la question de savoir si s'il est impossible, je paraphrase, s'il est impossible, s'il est encore pensable de transformer nos ressources localement oui. Du fait justement de ce pillage systématique de l'Occident. Oui, absolument qu'il est possible, tout à fait. La solution passe uniquement par l'appropriation, l'autonomisation de notre réalité, de notre culture, de notre histoire en termes d'appropriation, et ça passe également par l'autonomisation économique. Mais quand on parle de la question des matières premières, ça pose un problème évident. Ça pose le problème des bases militaires en Afrique. Parce qu'il faut bien dire que la corrélation est directe. Puisque les richesses que l'Occident convoite et qui font de l'Afrique le centre de toutes les obsessions et de tous les intérêts, sont pillées, sont spoliées par le truchement des multinationales occidentales qui justement sont sécurisées, lequel pillage est sécurisé par les bases militaires, par l'armée. Et toutes ces bases militaires ont pour objectif justement de faciliter le pillage d'Afrique. Donc l'enjeu majeur ici, à mon sens, c'est que les Africains prennent conscience, prennent sur eux, par tous les moyens, à l'exemple de la population malienne, de faire partir l'occupation militaire de l'Occident en Afrique, et précisément de la France. Vous savez que la France est le garçon de course de l'Occident. La France est le voyageur représentant placier de l'Amérique et de la haute finance internationale. Et en réalité, ce n'est que la partie visible de l'iceberg de l'Occident que l'Afrique est tenue de combattre. Et on a écouté le très beau slam de ce jeune béninois, je pense. Kamal Radji. Voilà, Kamal Radji, que vous avez mis en début. J'aimerais tellement que les jeunes Africains s'approprient de cette parole et de ce texte. Parce que c'est là la solution. Prendre conscience, arrêter d'être distrait
parce que j'insiste sur ce point et je finis là, cette première prise de parole, ce n'est pas par miracle venant de nos dirigeants qu'on aura le salut. C'est un leurre. Si vous vous couchez chez vous et que vous dites, on espère qu'on aura un illuminé qui viendra nous sauver, vous êtes dans l'erreur totale. Si vous pensez que les opposants agités qui promettent monts et merveilles, quand ils sont encore dans l'opposition, vont venir vous sauver, vous êtes totalement dans l'erreur. Tous ces politiques ne sont là que pour leur propre gueule, que pour leur propre poste, pour leur propre pouvoir, et ils sont prêts à tuer père et mère pour accéder au pouvoir, mais ce n'est jamais pour le peuple. C'est au peuple de prendre ses responsabilités en prenant conscience de la situation et en s'engageant résolument dans la mobilisation pour mettre fin à l'occupation hégémonique et au pillage systématique que l'Occident nous fait subir depuis trop longtemps maintenant. André Kisselfanga, nous avons vu cette image du côté du Sahel. On parle bien sûr du désert. Un désert tellement riche en eau, riche en pétrole, riche en uranium. Vous avez d'ailleurs vu les images tout à l'heure. Eh bien, ailleurs, on ne verrait jamais ça. Ailleurs, on prendrait même l'initiative tout de suite de mettre là des puits de pétrole dans ce désert. Vous avez vu cette image, mais seulement sur le continent africain, chez nous, eh bien, on regarde, on prend des photos, et tout de suite, eh bien, les Occidentaux viendront courir, convoiter ce que nous regardons comme si c'était un film. Ben, Josselingo, c'est désolant que ça soit dans notre continent comme ça. Parce que, comme le dit les Saintes Écritures, la Bible, Osée chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Et la faute de connaissance nous amène justement à faire des selfies. Vous voyez un peu, quand je parle de selfies, on est dans une société de selfies. La société de selfie, de photographie, du paraître et non d'être. Et quand vous avez ce genre de comportement, nous ne pouvons qu'être des spectateurs face à des appels urgents. Parce que là, cette vidéo que vous voyez, c'est un appel urgent à agir. Le pétrole vous dit, mais je suis là, exploitez-moi. C'est ce que le pétrole est en train de dire. C'est ce que le Sahel est en train de dire. Que mais j'ai des capacités à vous rendre extrêmement riche, à vous rendre confortable. Voici les ressources que je regorge. Alors, venez m'exploiter. Donc, aujourd'hui, nous devons réveiller les Africains. Nous devons davantage les pousser à mettre leur intelligence, de transformer leur intelligence en sagesse. Parce que la vérité, c'est qu'on a des gars brillants, on a des gars intelligents dans notre continent, mais on n'a pas des hommes sages, beaucoup d'hommes sages. Parce que la capacité, l'intelligence, c'est la capacité d'assimiler plein de choses, mais la sagesse, c'est l'application, elle va au-delà du quotient intellectuel. Vous comprenez pas le QI et le QE. Et ça, il faut développer le quotient émotionnel des Africains. Parce que le quotient intellectuel, il est bien développé. Parce que la plupart ont été à la télé, sont allés dans des brillantes écoles, ont fait des choses extrêmement importantes. Mais le quotient émotionnel n'est pas assez formé chez nous dans notre continent. C'est-à-dire des hommes capables de prendre une décision. Peu importe ce que ça peut faire, si ça peut faire du mal ou bien du bien à l'Occident, tant mieux, mais nous avons besoin des gens qui auront la capacité. Quand je parle du quotient émotionnel, c'est-à-dire des hommes courageux, des gens comme Thomas Sankara, Lumumba et tout le reste là qui peuvent prendre des décisions assez importantes pour développer notre continent. C'est-à-dire, nous avons vu cette image, ok, qu'est-ce qu'on fait? Messieurs, on se met dans l'exploitation. Nous avons les ressources, nous avons les capacités, nous avons du potentiel. Malgré que Edmond Cole et tout le reste de l'Europe avaient dit que non, il ne faut pas que l'Afrique soit industrialisée. Parce que la vérité, c'est que il faut qu'on ne transforme pas localement ce que nous avons comme ressources. Et c'est pour ça que vous allez voir les chantiers comme la Sonara piétine. Parce que la vérité, c'est que non, il ne faut pas que la Sonara puisse être productive, parce que quand nous parlons du pétrole, la Sonara, c'est la Société nationale de raffinage et tout dans notre pays, qui a brûlé. Et qui aujourd'hui... Qu'on a brûlé. Bon, qu'on a brûlé. Je suis d'accord avec vous, M. Simon, parce qu'en réalité, dès qu'on a enlevé le contrat d'assistance à Total, il faut le dire clairement, dès qu'on a enlevé le contrat d'assistance de la Sonara à Total, qui coûtait extrêmement cher, parce que le président de la République du Cameroun avait posé la question, mais est-ce qu'il n'y a pas un Camerounais ou bien des Camerounais qui peuvent faire ce genre d'assistance technique?
Mais on nous a prouvé par A plus B que non, c'était impossible. Le président lui-même a continué à poser la question jusqu'à ce que le contrat soit rompu quand même. Au lieu de payer autant d'argent à Total pour contrat d'assistance technique, et nous avons vu, dès qu'on a enlevé, on a annulé ce contrat, ce qui est arrivé, c'était que Sonara a brûlé. On va nous dire c'était les pannes techniques, des machins, ceci. Mais arrêtez, nous savons qui a brûlé la Sonara et comment ça s'est passé. On sait qui l'ingénieur qu'on a payé, celui qui devait justement changer certaines pièces qui devaient justement permettre la continuité du travail. Donc, quand vous voyez ça, vous comprenez que l'Occident, les Occidentaux ne veulent pas notre développement, ne veulent pas notre main. C'est aussi à nous le tort. Parce qu'en réalité, nous devons prendre des engagements. On a aujourd'hui une Sonara qu'on veut étendre. Et je pense que c'est dans la logique du nouveau directeur général aujourd'hui, M. Simon, l'homonyme de celui-là, Njonou, qui est de notre ami Simon qui est là. Donc, qui est dans une logique où il faut justement travailler une raffinerie qui va permettre de raffiner le pétrole camerounais. Vous allez retrouver que comment est-ce possible que le pétrole camerounais, soi-disant, n'est pas vendu au Cameroun, c'est-à-dire on le raffine et on le vend au Cameroun, est vendu à plutôt ailleurs et on rachète ailleurs pour revenir déposer dans les cuves de la Sonara et faire un semblant de dire que non, alors qu'en réalité, nous avons la capacité de production. Donc, nous devons nous engager et la Sonara n'est pas dans des autres États, Congo et tout le reste, dans Gabon et tout le reste. Nous devons avoir des raffineries. Si possible même, pourquoi ne pas se mettre ensemble, c'est-à-dire par exemple, comme on veut créer la CEAC, cette communauté-là, créer une raffinerie assez importante, puissante, qui va permettre de raffiner le pétrole de tous ces pays-là. Parce que vous imaginez, si on a une raffinerie entre l'Angola, le Congo, le Gabon, le Cameroun, la Centrafrique, le Tchad et tout le reste là, vraiment ça devient une vraie raffinerie qui va permettre que le pétrole, et vous savez que si le pétrole coûte moins cher, c'est-à-dire le carburant et tout le reste coûte moins cher, ça veut dire que le transport va coûter moins cher. Ça veut dire que les denrées alimentaires, l'évacuation au niveau, l'autosuffisance alimentaire aura un impact véritable dans nos différents États parce qu'on aura de la nourriture à profusion. Les gens peuvent transporter la nourriture pour les villes sans problème parce que le transport est moins cher. Donc, vous voyez l'incidence de la transformation locale de toutes ces matières premières que nous avons, en commençant par le pétrole simplement, qui nous dit vraiment, me voici, qu'est-ce que vous en faites? Voilà le pétrole qui sort de terre sans qu'il y ait une pression humaine, sans qu'il y ait l'ingénierie humaine, sans qu'il y ait des hommes qui y travaillent. Alors que nous, les Africains, nous sommes là, nous dormons et nous filmons. Une génération de gens qui prennent seulement les selfies. Parce que vous avez une génération aujourd'hui de hommes et de femmes que dès qu'il y a un incident, première des choses, c'est de filmer. C'est justement de filmer. On vous comprend parfaitement, André Kisefanga. Père Simon, vous avez regardé justement les images avec nous. Vous voyez d'ailleurs le pétrole qui sort de terre sans aucune pression, sans aucun fourrage. Et pendant ce temps, il faut également dire à nos téléspectateurs que la zone la plus convoitée par les Occidentaux aujourd'hui, c'est la zone du Sahel. Et là-bas, il n'y a que des militaires. Pourtant, il faut le dire, on n'a pas besoin de creuser longtemps pour avoir du pétrole, pour avoir de l'eau, pour avoir du manganèse, pour avoir de l'uranium. Vraiment, je voudrais apprécier beaucoup l'intervention de Paul Ella et puis de Fanga, pour la simple raison que l'Afrique, contrairement à ce qu'on pense, est en train de se réveiller. Parce que depuis la mort de Kadhafi et la mise en Bastille du président Gbagbo, j'ai passé tout mon temps à réfléchir, à chercher à trouver des solutions. Et je me réjouis aujourd'hui de savoir que beaucoup d'Africains se sont mis à travailler. Je vais vous donner une information. Aujourd'hui, la vraie solution, c'est la transformation d'abord de nos matières de base, agroalimentaires, agro-santé, et ça va suivre. Et je vais vous dire la méthode très simple. Au moment où je vous parle, il y a 2 pays qui ont déjà adapté la méthode du programme panafricain pour le développement du continent, pour la transformation de leur matière agricole et agro-santé. Je vais parler du Bénin, où il y a déjà un groupe sérieux des patriotes africains qui sont en train de mettre en place pour le mettre du Bénin. Parce qu'un peuple qui a faim ne peut pas penser au développement. Un peuple qui est rassasié peut penser au développement et penser à la transformation des matières premières. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le maître du Bénin est en marche, le maître en Guinée équatoriale est en marche, le maître du Togo bientôt, le maître du Niger bientôt. Tous ces gens, les Africains de la diaspora,
ils sont en train de penser qu'il faut commencer à mettre en place le Made in Africa pour échanger tous ces produits et ouvrir dans chaque pays un magasin Made in Africa pour vendre les produits faits par les Africains, produits par les Africains et vendus par les Africains. Avec ça, on va couper les bases alimentaires de l'Occident qui nous polluent toute l'Afrique avec des produits qui n'ont même pas été avec des produits OGM. Or, nos produits sont Carrefour avec les produits avariés. Tout à fait. Et bientôt, vous allez voir en Afrique les produits Made in Africa. Et je vous le dis parce que je suis le promoteur. Pas celui qui a... Je suis le promoteur et je vous dis que c'est en train de marcher sérieusement. C'est le lieu ici d'attirer l'attention de tous les Africains qu'ils pensent, de la diaspora. Que si dans chaque pays, ils se mettent ensemble à 100, et ils mettent 100 000 francs tous les mois, dites-vous que dans 2 mois, ils peuvent ouvrir un magasin Made in Africa, encourager la production locale du Made au Bénin ou n'importe quel quoi, et rentrer dans leur comptant sans problème. Et les experts qui ont appris la génie mécanique vont commencer à penser aux équipements qui peuvent transformer ces produits et maintenant penser aux machines qui peuvent produire les pétroles, transformer le pétrole. Parce qu'on a des génies partout dans le monde entier. Si chacun rentre dans ce pays, on met en place une synergie d'échange de produits. Non seulement on va créer des emplois, on va trouver une monnaie qui va servir de monnaie d'échange et on va mettre en place une banque centrale qui va fédérer tous les fonds et les échanges entre les pays africains. Avec ça, l'Occident, on va se passer. Et la vraie unité africaine des peuples va se mettre en place en fonction des intérêts. Parce qu'on dit pas d'intérêt, pas d'action. Donc voilà le projet où, et je vous dis encore, les Africains sont en train d'apprécier sérieusement et on en travaille sérieusement sur le projet. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous savez, les Africains sont victimes de leur ignorance. Et devant l'ignorance, l'intelligence se tait. Donc, je peux vous rassurer. Moi, je suis très, très optimiste. Oui. Parce que l'Afrique a tellement souffert qu'aujourd'hui, vous savez, c'est dans les difficultés qu'on réfléchit. Quand vous êtes à l'aise, vous ne pensez qu'à manger, à vivre. Mais quand vous réfléchissez pour trouver les solutions à vos problèmes. Je peux vous rassurer que l'Afrique aujourd'hui est en train de trouver solution. Et c'est le lieu ici de se remercier 2 personnes en Afrique qui m'ont aidé sérieusement dans ce travail. Il y a Madame Souley Imourou, Amina au Bénin, et Monsieur Esteban Ba en Guinée équatoriale. Voilà les 2. Ils ont déjà les produits Made in Cameroun dans ces 2 pays. Et progressivement, on est en train de le faire. À Luanda, Yoa, en Afrique du Sud, on est en train de faire le travail sérieux. Ne vous inquiétez pas, l'Afrique va se réveiller. Quoi qu'on le fasse. Parce qu'on ne peut plus accepter que l'Occident nous pollue l'air, ils viennent prendre nos matières premières, ils font ce qu'ils veulent avec leur monnaie. Vous pensez que si les pays africains échangent entre eux, le taux d'échange c'est 2%. 2%. Avec tout ce qu'on peut produire. Si aujourd'hui on atteint seulement 30%, on peut choisir une monnaie parmi les monnaies locales, que ce soit le Naira ou le Cedi. On met en place une banque. Parce qu'une banque centrale, c'est un endroit où on échange. Oui. Ce n'est pas des gens qui produisent de l'argent. Donc c'est un endroit qui sert d'échange. C'est-à-dire que vous envoyez tes produits, on envoie ici et on sait qui doit quoi à qui. Donc il faudrait que les Africains commencent à sortir de cette recrudescence où on pense que c'est les autres qui vont nous dicter ce qu'on... Ce n'est pas possible. On a envoyé nos enfants à l'école, ils sont partis chez les Occidentaux, ils sont chez les Américains, ils sont revenus. Maintenant il est temps de les mettre ensemble pour travailler, pour sortir l'Afrique. Et je suis convaincu que l'Afrique va trouver des solutions à son problème. Parce que si on produit ce qu'on consomme et on consomme ce qu'on produit, c'est des emplois qu'on crée. Et avec ça, il n'y a aucun problème. Quand un peuple et on est en bonne santé. Et en bonne santé. Et quand un peuple est rassasié, il pense au développement, Absolument. il pense aux routes. Quand tu produis, tu es obligé de créer des routes pour échanger. Et je vais vous dire la première. Et l'avantage aujourd'hui, c'est que depuis le 1er janvier, il y a la zone de libre-échange africaine. Ce qui permet que si on produit au Cameroun, dernièrement j'ai envoyé des produits au Bénin, en Guinée, sans problème, j'envoie partout, sans problème. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut déjà exploiter ces possibilités que les gouvernements africains ont mis en place pour nous aider. Et je voudrais vous rappeler, le drame, c'est que les Occidentaux ont mis en place un système pour nous phagocyter complètement. Imaginez que pour envoyer un produit liquide en Occident, ce n'est pas possible. Vous avez toutes les barrières. Même pour sortir un produit africain pour envoyer dans un pays africain, il faut que ça passe par l'Occident avant de revenir. Et ils ont fait exprès pour freiner notre développement. Si nous, Africains, on ne se réveille pas pour mettre un terme à cette histoire, ce n'est pas eux qui viendront nous aider. Parce que vous ne verrez jamais. Est-ce que vous avez déjà vu un lion apprendre à une antilope à se protéger? Pas du tout. Donc, il faudrait qu'on sorte de ce sommet et qu'on se dise, c'est terminé pour l'Occident. Il faut que les Africains se prennent en charge. Et c'est là où la vérité
Union africaine va se mettre en place. Parce que ce sera l'Union africaine des peuples, pas des politiques qui font ce qu'ils veulent pour le gré, pour faire plaisir aux Occidentaux. Voilà le projet. Donc il faut que tous les Africains se mettent là-dedans pour qu'ensemble on libère totalement l'Afrique. Et je vous dis que si ça se fait, nos frères qui sont à la diaspora, ils vont entrer en Afrique, développer et avoir de quoi. Avant d'entrer en Afrique, ils auront une base, ils sauront qu'ils sont en Afrique étant tranquilles. Et je vous dis, ce projet fait en sorte que le Cameroun peut financer le MED en Bénin. Oui. Si tu mets 100 000 francs, tu es actionnaire. Tu mets au Togo, tu es actionnaire. Le Béninois fait pareil ici. On n'aura plus de problème entre nous. On va trouver une unité réelle qui va faire en sorte qu'on regarde tous dans la même direction et les guerres vont s'arrêter. Et là, personne ne peut nous empêcher. Mais les guerres on n'a pas peuvent besoin de tirer s'arrêter. un coup de feu pour le faire. On n'a pas besoin de dire à un chef d'État pour le faire. C'est notre problème, on développe notre continent et tout va démarrer ensemble. Voilà le projet. Ouais. Et c'est d'ailleurs un très beau projet, hein, Simon D. Nous sommes d'accord avec vous et nous encourageons d'ailleurs ce projet. Vous nous avez dit tout à l'heure que le lion n'apprendra jamais à l'antilope comment se défendre. On vous comprend également. Je reprends d'ailleurs les propos de Simon pour faire mien, d'ailleurs en déclarant que le lion n'apprendra jamais à l'antilope comment se défendre. Albert Anatola ici, lorsqu'on voit ce genre d'image derrière moi où le pétrole sort de terre sans aucune pression, n'est-ce pas une occasion justement que nous donnons à l'Occident de venir avec des bases militaires, de venir justement faire des guerres sur le sol africain? Oui, écoutez, Steve Joselangos, la thématique que vous avez mise en débat ce matin implique au moins 4 aspects. L'aspect historique, l'aspect géopolitique, géostratégique, l'aspect géoéconomique et politique. Je voudrais commencer par commenter la première image où nous voyons du pétrole sortir de terre comme le sortait du mur dans un sketch pas de content. Justement, cette image, à mon sens, illustre justement le fait que l'Afrique est riche, très riche de ses matières premières, notamment en matière minière, un sous-sol très riche, et c'est ces images justement qui attisent la convoitise des Occidentaux, de la prédation internationale. Nous sommes en plein désert, Albert Anatola ici. Maintenant, la seconde vidéo, celle des éléments historiques, notamment les propos de la conférence de Félix Houphouët-Boigny. Oui. Je crois que j'étais en visite en France. Mais moi, j'ai une autre lecture de ces éléments de langage. Je vais d'abord les placer dans leur contexte, si vous permettez, pour indiquer que entre novembre 1884 et février 1885, se tenait à Berlin, en Allemagne, la fameuse conférence de Berlin, sous la présidence de certain Otto von Bismarck. Et de toutes les délégations qui étaient invitées, représentées dans cette affaire-là, il y en avait 13 qui étaient européennes, une délégation qui était américaine, aucune délégation ni un représentant africain. Et au sortir de ces grandes messes, justement occidentales, nous allons avoir ce qu'ils ont appelé acte, n'est-ce pas, général, qui va aboutir plus tard à ce qu'ils ont appelé le pacte colonial. Le pacte colonial, je n'aime pas tout le terme pacte, parce que le pacte suscite un accord, un engagement réciproque qui implique deux ou trois parties de commun accord au même pied d'égalité. Or, dans le cas justement de cet élément historique que je convoque, il y avait un passager manquant, notamment l'Afrique. Et ce pacte colonial consacrait quoi? Ce pacte colonial consacrait que, de manière exclusive et totale, la métropole devait exploiter les matières premières au niveau de ses colonies, ou bien une partie de ses colonies, pour les amener chez lui, sur son territoire, j'allais dire, sur le territoire de la métropole, les transformer en produits manufacturés pour les rediriger éventuellement vers cette colonie-là.
en quelque sorte, cette colonie devait devenir un marché. Ne devait pas produire ni s'industrialiser. Donc, nous devions sortir peut-être, comme ce fut le cas, je veux dire, de la colonie, d'une colonie politique à une colonie économique. C'est-à-dire que nous partons d'une colonie politique à une colonie économique. Malheureusement, nous sommes de plein pied dans les deux. C'est-à-dire que nous sommes dans une colonie politique et nous sommes également dans une colonie économique. Quand je dis cela, ça questionne justement nos rapports. Je ne dis pas, je n'ai pas des rapports commerciaux, économiques, politiques avec les puissances coloniales. Je voudrais ici convoquer à mon compte un contemporain. Je voudrais ici parler d'André Gunther Frank. C'était un économiste américain qui a théorisé le principe de la dépendance. Et là, il met en lumière le système financier du capitalisme mondial qui voudrait justement que, notamment, les pays africains et ceux de l'Amérique du Sud dépendent de la perfusion financière internationale, notamment le FMI, la Banque mondiale et les autres, pour les désintéresser à s'industrialiser, à être autonomes. Lorsque j'ai dit ça, nous sommes dans de plein pied. Parce qu'aujourd'hui, pour aller en industrialisation, qui est consigné dans le pacte colonial, qui est également consigné dans la Constitution française, de ne pas permettre aux pays africains, du moins ceux de l'espace francophone, de désindustrialiser. Il s'agit là d'une question éminemment politique. Pour qu'on arrive à l'industrialisation, il faut d'abord démanteler cet accord. Parce qu'il faut quand même dire, et c'est ça qui est étonnant, que vous avez un accord, un pacte qui a été signé en votre absence, et personne n'a jamais eu justement l'honnêteté de dénoncer ce pacte-là. C'est quand même étonnant. C'est-à-dire qu'on prend des accords, on signe des accords en votre absence, mais on vous les impute, vous les assumez, vous en subissez les effets, les conséquences, mais vous restez complaisant, vous ne dénoncez rien du tout. J'ai beaucoup d'ONG qui polluent notre scène publique, notre espace public, j'allais dire sur le continent africain. Nous avons les hommes politiques, nous avons les économistes de haut vol, mais personne n'a jamais dénoncé cette affaire-là. Des avocats internationaux? Eh bien, personne, oui. Et nous avons des avocats internationaux, notamment les avocats d'affaires. Personne n'a jamais dénoncé ces affaires-là. Alors c'est quand même étonnant. Ça veut donc dire que tout le monde est complice, n'est-ce pas, du pillage, de la perfidie. Aujourd'hui, est-ce que la question de la transformation de nos matières premières devrait se poser? Ça ne devrait pas se poser. Parce que même si vous prenez les questions liées au financement, demandez aux Maliens, à n'importe quel Malien, à n'importe quel Béninois, à n'importe quel Camerounais, à n'importe quel Gabonais, de donner sa contribution dans le cadre d'un projet de transformation de nos matières premières. Vous allez voir l'élan justement j'allais dire d'engouement, l'élan d'engagement que va susciter un tel appel. Ce n'est pas des fonds qui peuvent manquer. Nous avons une diaspora qui veut faire les choses sur le continent africain, mais le contexte politique, les mécanismes juridiques, les en empêchent. Le goulet d'étranglement qu'on appelle le franc CFA, ça pose un problème parce que justement, venir investir, il faut venir investir quelque part sur votre territoire, il faut un minimum de garantie. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la deuxième lecture, je termine par là, relativement aux éléments à l'interview de Oufoué Boigny. Moi, j'ai plutôt une autre compréhension de ces propos. C'est-à-dire qu'en réalité, il appelait la prédation internationale à venir piller. À venir piller justement nos ressources, nos matières premières, dans le contexte, j'allais dire, des accords OCRS que nous avons l'habitude de dénoncer, nous avons eu à dénoncer dans le cadre de cette tribune. C'est-à-dire dans la poursuite, dans la continuité des accords OCRS, qui consacrait, j'allais dire, l'exclusivité de l'exploitation des zones de la communauté sahélo-saharienne dans ses ressources naturelles. Pas la France, de manière exclusive. Je pense donc que c'est dans ce contexte que moi je place
ses propos, c'est-à-dire demander à la France, à ses alliés, des acteurs des États-Unis, la Belgique, de venir sur le continent africain investir, venir prendre nos matières premières, les transformer, qui créent des emplois de leur côté, et que de notre côté, nous devions les éternels consommateurs. Ça, c'est ma compréhension de cet élément. Tout le monde l'a compris comme ça, Albert. Alors, et vous voyez donc que si nous sommes rentrés dans ce paradigme, il va donc d'abord falloir, même avec les armes, j'ai l'habitude de le dire, démanteler cet accord-là, parce que cet accord a été signé, pas en présence des Africains, mais en leur absence, sauf que les gens qui avaient la responsabilité historique et politique de les dénoncer, de les démanteler, ne l'ont jamais fait. Bien au contraire, ils s'en ont accommodé. Je fais allusion, pas seulement à Petit Houphouët-Boigny, j'ai fait allusion à Mobutu, j'ai fait allusion à l'époque Sédar Senghor, à l'époque Sédar Senghor, j'ai fait allusion à Ali Bongo. À Jean II, non, Omar Bongo, entre autres. Donc moi je pense donc il y a avec la vague panafricanisme, n'est-ce pas, le panafricanisme qui est en place, qui se met en mouvement, avec une autre grille de lecture, il y aura forcément un changement de paradigme qui va amener, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'était encore hier, nous avons mis sur la table une thématique qui nous renvoyait justement à un projet de guerre, n'est-ce pas, de la France et des alliés sur le continent africain. Voilà ce qui peut donc provoquer la guerre sur le continent africain. Absolument. Ici, vous voyez ces images. Sur le sol africain. Et je veux dire que pendant, justement, puisque nous parlons de la France, pendant que la France demande à certaines autorités africaines de ne pas négocier avec les terroristes, mais elle fait le business avec justement ces terroristes dont justement les revenus permettent de nourrir, de continuer à alimenter l'insécurité au Sahel. L'insécurité au Sahel, messieurs, permettez-moi de lire les messages en quelques 10 minutes de nos téléspectateurs. Je reviens à vous. Je commencerai déjà par le premier. Rapidement, bonjour le panel. L'Occident n'a aucune richesse dans son sous-sol. Raison pour laquelle il se rue sur notre Sahel, tellement riche en ressources minières. La responsabilité nous revient de le défendre. Aliko Dangote a commencé les investissements dans les hydrocarbures. Il faut juste que nos investisseurs suivent cet exemple. Merci. Que Dieu vous bénisse. Ahmed depuis Benghazi. Allez savoir justement ce que cache d'ailleurs Aliko Dangote. Bonjour DBS, nous sommes déjà câblés. D'accord, si vous êtes câblés, c'est une bonne chose. Nous sommes également là pour vous ce matin. Bonjour Monsieur Ngos, bon courage pour cet éveil de l'Afrique. Hier, j'ai le Cameroun qui jouait contre le Cameroun dans la Coupe d'Europe. Je vous tire un coup de chapeau car vous avez dit un jour que l'État, le centre du monde, que le Cameroun était le centre du monde. Oui, je l'ai toujours dit, je le dirai sans cesse. Bonjour DBS ce matin et à notre bien-aimé Monsieur Ngos. Bien le bonjour à tous vos invités sur le plateau. Merci pour la thématique de ce matin. Nous attendons volontiers les éclaircissements des différents panélistes. Bonne journée à vous. Bonne journée. Je pense qu'ils sont en train de donner déjà ces éclaircissements. Toutes mes condoléances au panafricaniste Simo et à toute sa famille. C'est Djibril Dembélé à Sikasso au Mali qui nous a écrit et qui vous souhaite d'ailleurs ses condoléances, patriarche Simo, ce matin. Merci. Bonjour DBS, ce discours de ce monsieur chauve m'a fait trop pitié. Envoyez-nous le lien de la vidéo dans le groupe pour nos campagnes d'évangélisation à des milliers de jarres que ce chauve a accouché dans nos trafics. Courage à vous et à bientôt. Le jour va apparaître, c'est Kocha qui nous écrit depuis le Togo ce matin. Bon, le chauve s'appelait Félix Houphouët-Boigny. Faut quand même éviter d'aller plus loin que ça, messieurs. Le journal Phase de ce matin. Merci de nous envoyer le journal Phase de ce matin. Nous allons le regarder. Bonjour le plateau, c'est Djibril du Bénin, juste pour saluer et souhaiter une gloire immortelle à DBS et à l'émission DBS Matin. Bonne journée à vous, bonne journée à vous également. Bonjour Ngos, depuis le Togo, on vous accueille à 40% et nous mettons, vous mettez quoi déjà? Nous mettons toute notre force en œuvre pour encourager nos frères de suivre ces genres de débats. S'il vous plaît, le titre slammer du slammer. Le slammer s'appelle Kamal, oui, il faut le dire comme ça, Kamal Radji. Et le titre de la chanson, c'est Assume ta jeunesse. J'espère que je répondrai à cette question. Tout mon propos ce matin, c'est de renvoyer la France sur le sol africain d'une manière ou d'une autre. Ça fait très mal, car aimer même déjà la France dans son cœur, c'est trahir l'Afrique, comme souvent aime dire le président Badakani. Coupons la tête du bourreau qui n'est rien d'autre que la France et sa politique. Et bon courage à tous nos panélistes. Badakani nous manque aussi, y compris tous les panafricanistes sur ce plateau. Mais sachez aussi qu'au Togo ici, rien ne va encore. Fogna Singbe et son gouvernement, nous ne savons plus
plus. Qu'est-ce qu'ils veulent que nous devenions? La hausse des prix des céréales, en même temps celui du carburant. Oh mon Dieu, mon pays, le Togo. Et je comprends toujours pas si c'est les présidents africains qui veulent être les esclaves ou bien c'est la France qui les impose une soumission. C'est M. Badaro depuis Kara au Togo qui nous a également écrit ce matin sa part de réaction. Bonjour d'IBS Afrique, depuis la nuit des temps est la lumière de l'humanité sous le feu des projecteurs qui a toujours fait l'objet de convoitises de tout ordre. Elle est comparable à cette belle femme qui à la fleur de l'âge fait courir bon nombre de courtisans, mais donc les parents en dos collant au lieu de lui assurer une bonne éducation afin qu'elle ait un avenir meilleur en faisant ses propres choix tout en prenant en main, eh bien décide de la donner en mariage ou de la vendre au premier venu qui ne fera qu'abuser d'elle sans jamais lui apporter quelque chose de concret. Il est important que nous, jeunesse africaine, de prendre nos responsabilités face à cette poussée impérialiste afin de nous battre pour ce qui nous appartient et sortir définitivement des chaînes d'aliénation de l'entreprise impérialiste. Vive le panafricanisme, vive l'Afrique, abat la France coloniale et ses alliés, au diable les endocollants. Bekada qui nous écrit depuis Yaoundé, la capitale du Cameroun ce matin. Là encore, bonjour à vous. On va prendre ce bonjour, on va pas le refuser. Bonjour le plateau. C'est regrettable de voir cette situation. Le problème de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Nous avons des milliardaires africains qui peuvent régler le problème de l'Afrique en un temps record. Pasteur Zané, qui nous écrit depuis le Bénin ce matin. Bonjour Dibier, ce matin, après le premier partage de l'Afrique, elle est là face à une nouvelle lutte sous couvert de l'aide à lui apporter et avec le consentement et l'accueil favorable de ses dirigeants en perte de contrôle politique. Elle est malheureusement l'objet des convoitises des monopoles internationaux avides des richesses naturelles. Seuls les peuples doivent se lever et changer le cours des choses et cela passe par l'éveil des consciences. C'est Stéphane Sullivan Onana qui nous écrit ce matin depuis Bruxelles en Belgique. À lui nous souhaitons également bien de bonnes choses. C'est un fidèle téléspectateur. Bonjour Steve Ngos, il faut créer une plateforme des personnes engagées où chaque adhérent devrait s'inscrire moyennant une somme d'argent qui sera arrêtée par le groupe et faire des réunions permanentes où chaque personne apporte sa modeste contribution. Je veux faire partie, mais je ne sais pas comment faire. Merci, c'est Dr Ben qui nous a également écrit ce matin. Dr Ben, on va en parler tout à l'heure en off. Bonjour la team, Steve, s'il te plaît, j'aimerais avoir le contact du grand Simo pour plus amples informations concernant le Made in Cameroun. Merci et beaucoup de courage pour ce que vous faites. Donnez votre numéro de téléphone. Oui, c'est le 237 674 90 62 16. 237 674 90 62 16. Encore une fois. 237 674 90 62 16. C'est en même temps WhatsApp. D'accord. J'espère qu'à la fin également vous allez le donner. Pour que ceux qui n'ont pas pu prendre, noter en tout cas, le prennent également. Bonjour Didier, je m'appelle Mathieu Diarra, malien résident en France. Continuez comme ça. Vous ne savez pas l'impact de votre émission sur les Noirs et Occidentaux. En général, ne lâchez pas la prise. La DGS se tremble en France à cause de vous. Merci, nous le savons, mais lorsque nous allons mourir, vous ne serez pas là. Non, c'est pour vous chahuter et sourire en même temps. Bonjour Stingo, un grand bonjour à vos panélistes. Mes condoléances une fois de plus à Simon D. Il faut noter que les rapports actuels des grands pays occidentaux avec le tiers-monde demeurent en dépit de la décolonisation, des rapports de domination et d'exploitation, ce que les Africains font semblant de ne pas comprendre. L'ensemble de ces rapports et leur nature même relève de ce qu'il est convenu d'appeler le néocolonialisme, qui est un poison qu'il faut extraire dans les veines du continent africain. C'est Pauline qui nous écrit depuis Mamoudzou ce matin. Le Sahel est un sous-sol convoité. La richesse de son sous-sol, qui est encore très inégalement exploité, est un enjeu pour les anciennes puissances coloniales, notamment ce sensu, la France, bon, cette sensu, que les firmes multinationales telles que Total, l'une des ressources nécessaires du Sahara est l'eau, le pétrole. Le sous-sol du désert dispose en effet d'immenses réservoirs de pétrole et d'eau souterraine et des ressources naturelles telles le gaz et le cobalt et bien d'autres encore qui ont été découvertes à l'occasion de la prospection pétrolière. Le Sahara, compte tenu de son immense potentiel en énergie solaire, peut faire l'objet de développement de projets désertiques visant la production et l'approvisionnement en électricité. Pour l'Europe, c'est 17% en termes en 2050. C'est Pauline, une dame, qui nous écrit depuis Mamoudzou ce matin.
Nous prenons un autre rapidement. Ils sont d'ailleurs très nombreux. Encore quelques minutes avant de prendre la dernière prise de parole. Bonjour Monsieur Ngos et à tous vos panélistes. Selon un reportage économique que j'ai suivi, tout récemment, les réserves pétrolières et des sous-sols saoudiens du Koweït, etc. sont en pleine régression. Oui, c'est connu de tous d'ailleurs. Hein. Des plans seraient donc mis en place pour déplacer le marché du pétrole dans le continent africain. C'est une des raisons pour lesquelles on voit de plus en plus les riches saoudiens s'investir dans d'autres domaines. Je me demande même si nos intellectuels économistes sont au courant de cette situation où ils ont déjà mis nos sous-sols devant. Comme on dit, la thèse de ce matin doit être un cours à part entière dans nos écoles. C'est Moto qui nous écrit depuis la Suisse ce matin. Je commence toujours vers le bas parce que les messages, il y en a. Bonjour Monsieur Ngossi, à votre équipe et à vos invités fiers panafricanistes. Franchement, vous êtes tous méritants pour tout. Mais Monsieur Paul Ella est vraiment très inspiré ce matin, que je dirais qu'il est possédé par l'esprit de nos aïeux. Sans trop y papoter, Paul Ella était très explicite. L'Afrique n'a jamais eu besoin de l'Occident, ni de l'Asie et quelconque autre continent pour vivre bien et heureuse. Le seul malheur du continent africain est que nous avons eu des rois qui ont été corrompus et de nos jours, je dirais même, pas des présidents, mais beaucoup de dirigeants encore plus que corrompus. Ils nous trahissent et savant leur mort arriver, sachant leur mort arriver, je pense que c'est ce qu'il voulait dire, ils nous caressent avec des discours moralisateurs pour nous berner comme Oufouette nous démontre, alors qu'avant, il nous a vendu en signant des traités sans l'avis général du peuple. Et surtout, souvenons-nous, revenons et gardons les vrais noms de nos familles ancestrales. Vive l'Afrique, debout, Bandapa, pour le moment, depuis la Normandie en France. Il a décidé qu'il s'appelle Bandapa. Il ne veut plus les prénoms. Il s'est débaptisé. Il s'est débaptisé. Et on le comprend. Et je dois rire. Il était justement au Sénégal ces derniers jours-ci. Bandapa Mendy, c'est un ami d'ailleurs très cher. Bonjour Dibier, juste pour vous encourager, un bonjour particulier à votre président, notre président Paul Ella de l'association African Revival. C'est Gilles Leraré, le panafricaniste, qui nous a écrit. Je ne prends pas les appels, messieurs, vous êtes nombreux d'ailleurs à appeler. Je ne prends pas les appels ce matin. Ils tentent, ils essayent, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Bah, ce matin. Bonjour Monsieur Ngo, je salue particulièrement le Père Simo qui est avec nous aujourd'hui après ces temps éprouvants pour lui. Waouh, je suis sans voix, mon Monsieur Ngos. C'est presque un rêve trop beau pour être vrai de voir le pétrole sortir aisément tout seul du sol africain, en plus en plein désert. Je dis simplement waouh, nous sommes bénis par le bon Dieu et ça vient renforcer l'idéologie que les hommes ont existé en Afrique avant l'Europe. Malheureusement, d'une manière volontaire ou involontaire, nos dirigeants africains ont carrément donné un laissez-passer et champ libre à l'Occident au propre détriment de son peuple. Vous ne pouvez pas en avoir quelle chose en abondance et vous avez encore des grèves causées par l'augmentation des prix de ressources. C'est triste de voir à quel point l'Afrique au sommet de voir l'Afrique au sommet en termes de ressources, mais inexplicablement tout en bas en termes de développement. C'est un gars-là qui nous écrit depuis Newbel, ici à Douala. Ouais, maintenant au moins vous prenez le temps de dire Newbel, parce qu'il y a Newbel à Ibolova, hein. Quelqu'un peut me dire Newbel à Ibolova, ou bien dire Newbel à Douala. Voilà. C'est bien encore comme ça. Je pense qu'hier, les uns et les autres ont compris. Bonjour Dibier, ce matin, vraiment le Sahel il reste une mine d'or. Gloire à vous. Bien de choses à Simon D. Alexis depuis le Togo qui nous a écrit ce matin. Bonjour, bon courage à tous les panélistes pour l'éveil de l'Afrique. Yao Marcelin à Mouzoun depuis Cotonou au Bénin. Voilà, ici c'est bonjour DBS. Ce matin, et notre bien-aimé Monsieur Ngos, bien le bonjour à tous vos invités sur le plateau. Merci pour la thématique de ce matin. Nous attendons volontiers les éclaircissements. Et bien sûr, c'est de la part de Eric Martial qui nous a également écrit ce matin. Salut Monsieur Ngos, sincèrement courage à vous d'être éclaireur de la jeunesse consciente. Merci à vous, c'est Doji Nyakpenou depuis le Togo. Un dernier message. Bonjour Sid, merci pour la thématique de ce matin et merci au grand frère Paul Ella pour la façon dont il nous donne le petit déjeuner matinal. Courage au grand panafricaniste Simo et merci pour son initiative du Consommer Afrique. Boris Kana qui nous écrit depuis PK12. Je vais prendre un dernier chanceux parce que les messages, il y en a une centaine. Un dernier chanceux. Bon, voilà, d'accord. Bonjour DBS matinal, je suis encore en train de déguster mon vin suite à la défaite de la France hier. Bonne journée à vous. C'est Bourrin
qui nous a également écrit avec le plus 54, je ne sais pas, c'est depuis le Bénin, non, depuis le Ghana. Bourin qui nous écrit depuis le Ghana ce matin. Monsieur, il y a encore des messages, j'espère avoir quelques secondes à accorder justement à ces messages vers la fin de cette édition. Paul Elan, je vais accorder 3 minutes à chacun d'entre vous, en chrono, hein, top chrono pour chacun d'entre vous. Tu nous mets la pression? Oui, je vous mets la pression. Parce que je vous connais, vous allez allonger et encore allonger. Peut-on penser aujourd'hui que le Sahel sera libre? Paul est là. Après avoir vu justement ce pétrole sorti de terre, et sans oublier les propos de Félix Houphouët-Boigny il y a quelques décennies aujourd'hui. Le Sahel seul ne sera pas libre, l'Afrique sera libre. Et comme le Sahel fait partie de l'Afrique et est une possession inaliénable de l'Afrique, oui, n'en déplaise aux prédateurs de tous ordres, le Sahel, évidemment, comme l'Afrique, sera libre. Ce n'est pas négociable. La liberté de l'Afrique ne se négocie pas. Elle s'arrache et elle est en train d'être une effectivité. Alors, la solution pour l'Afrique, c'est que nous soyons lucides. La solution pour l'Afrique, c'est de refuser, enfin, de continuer à entendre les sirènes manipulatrices d'un Occident prédateur qui n'a d'intérêt que sa survie au détriment des peuples et des populations africaines. Oui. Voilà le véritable enjeu. Il est temps qu'on arrête de nous soumettre. Il est temps que les Africains arrêtent de se coucher. Et quand je parle des Africains, je parle des peuples, des populations. Ne me parlez plus des dirigeants dont vous attendez des miracles. Ne me parlez plus de ça. Parce que vraiment, c'est de la complaisance, c'est de la léthargie, et c'est de la passivité de dire, on espère que si les dirigeants pouvaient faire ci, que Dieu nous aide à avoir de bons dirigeants. Vraiment, excusez-nous avec ça. Prenons chacun nos responsabilités, c'est à titre personnel. Simone Dey a pris un exemple, le patriarche Simone Dey a pris un exemple tout à l'heure qu'il faut suivre. On en a parlé hier. Consommer local, c'est la solution. Et à la faveur de son propos, que je salue, de Père Simo, la solution se trouve d'abord dans la satisfaction locale de nos biens en interne, de nos besoins en interne. Parce que voyez-vous, le véritable problème de l'Afrique aujourd'hui, avec toute la pollution morale, mentale, psychologique qu'on a au travers des médias et des livres scolaires mensongers que nous ont écrits à profusion Fernand Nathan et tous ses compagnons pour nous garder comme ça dans les carcans de la dépendance intellectuelle, il est indispensable de se rendre compte que les priorités de l'Occident ne sont pas les priorités de l'Afrique. Les préoccupations de l'Occident ne sont pas les préoccupations de l'Afrique. C'est très important ça, parce qu'en réalité, même quand on parle de la course à l'industrialisation, c'est un modèle qu'on est en train de copier sur l'Occident et c'est une erreur. Parce que les priorités et les besoins de l'Afrique ne sont pas ceux de l'Occident. L'Occident n'a pas de richesse. L'Occident a une prospérité apparente qui est basée sur la spéculation, pendant que l'Afrique a des richesses. Et depuis le temps, Steve, très important, depuis le temps, quand on parle d'impérialisme, c'est présent dans votre thématique. L'impérialisme et le capitalisme, en réalité, tirent leur source du 15e, 16e siècle. Et à partir du 17e siècle, c'est théorisé par des économistes tels que Adam Smith, David Ricardo et Thomas Robert Malthus, qui ont parlé de l'accumulation du capital comme le monopole, en fait, de la puissance et de la richesse. Et c'est sur cette base que l'Occident a décidé de faire de l'Afrique son lieu de pillage et l'Afrique doit définir son propre modèle. Ça commence par consommer local et ça commence par transformer en interne et consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons. Merci pour cette seconde prise de parole. André Christelle Fanga, l'Afrique et surtout, l'Afrique a ses fils un peu partout sur le continent, ses fils et filles sur le continent et un peu partout ailleurs qui sont des experts. N'est-il pas de bon temps aujourd'hui que les autorités de chaque pays africain les accueillent pour les laisser justement travailler pour le développement du continent? Merci Jocelyn Goss. J'ai entre les mains un très bon livre. De Simone Dey? De Simone Dey, Proverbes, sagesse et traditions africaines. Et à l'intérieur, l'un des premiers proverbes que j'ai lu, merci pour l'offre de M. Ndé. Je n'ai pas offert. Je n'ai pas pasteur. Le matin, tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve ou te lever pour le réaliser. Oui. Donc, quand nous parlons, vous dites les autorités ne peuvent pas permettre... Mais quelle autorité? Quelle autorité? Ça, c'est le problème. Vous parlez de quelle autorité? Houphouët-Boigny et ses petits-fils
qu'il a laissés, ses fils et ses petits-fils qu'il a laissés. Donc, aujourd'hui, nous avons un combat. C'est l'autonomisation, c'est les peuples qui doivent prendre la gouvernance. Parce que l'un des premiers principes de la démocratie, expliqué selon l'Occident, n'est-ce pas, c'est la gouvernance du peuple par le peuple, non? C'est le peuple qui fait la démocratie. Donc, si nous sommes véritablement des démocrates, si nous avons assimilé le vrai slogan de la démocratie, ça veut dire que nous, les peuples, nous devons prendre des décisions concrètes qui doivent permettre à ces dirigeants-là de se coucher. C'est eux qui doivent se coucher, ce n'est plus nous. Parce que je devais passer par là en disant, aujourd'hui, nous avons une race, une catégorie du peuple qui ne veulent pas comprendre nos militaires et nos policiers. Parce que c'est eux qu'on utilise toujours pour aller mater le peuple. Pour aller, alors qu'ils passent par les mêmes souffrances. Et parce si, un seul instant, le peuple avait fait sa révolution, oui, c'est-à-dire le peuple avait pris la bonne décision, et que les militaires n'avaient pas intervenu, on n'aurait pas de problème dans le nord-ouest et le sud-ouest comme nous avons au Cameroun. Si on laisse le peuple faire ses choix, c'est-à-dire apporter quelque chose de nouveau, et je pense que nous sommes sur ce plateau pour dire au peuple que vous avez le pouvoir. Nous sommes déjà réveillés. Nous avons eu des rêves. Et ces rêves-là doivent se réaliser. Nous devons briser les barrières. Nous devons aller au-delà de nos frontières. C'est-à-dire les frontières que les soi-disant occidentaux nous ont présentées. Ils ont présenté que non, toi tu es malien, toi tu es sénégalais, toi tu es guinéen, toi tu es camerounais, toi tu es centrafricain, toi... Non, nous devons aller au-delà parce qu'aujourd'hui, c'est l'organisation des peuples qui peuvent apporter la délivrance à notre continent. Et ce peuple-là doit se mobiliser à tous les prix, à tous les coups. Donc aujourd'hui, nous avons cette mobilisation-là et je pense que au-delà de produire, au-delà de consommer, nous devons aussi préparer notre QE, c'est-à-dire notre quotient émotionnel, parce que ça, c'est très important. Nous avons des brillants intellectuels, c'est-à-dire le QI, c'est-à-dire des gars qui ont bien eu, mais le quotient émotionnel africain est encore tellement faible. Il faut le motiver, il faut davantage le doper de courage, de force, d'énergie, de tout le potentiel nécessaire pour aller jusqu'à prendre des décisions qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé par exemple au Mali, c'est le peuple qui a décidé de faire sa révolution. Ça n'a jamais été des militaires. Les militaires n'ont que profité d'une situation parce que c'est eux qui avaient des pistolets et des armes pour venir prendre la révolution, pour parachever ce que la révolution avait déjà commencé. Même chose un peu partout. Vous avez vu au Sénégal, quand le peuple s'est levé, parce qu'on a arrêté un leader, c'est-à-dire l'honorable Sonko, on l'a arrêté et le peuple s'est levé. Et première des choses, ils ne se sont pas dirigés vers les institutions de la République. Non, ils se sont dirigés vers les institutions françaises. Les installations françaises. Nous pensons qu'aujourd'hui, cette révolution des peuples doit être véritable. Aller partout, au Mali, au Sénégal, au Tchad, partout, nous devons créer des révolutions. Nous devons prendre notre destin en main. Et ça, nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin jusqu'à ce que l'Afrique soit libre. Vous avez posé une question, elle est là. Est-ce que l'Afrique sera libre ou bien le Sahel sera libre? Non. Messieurs, on ne parle pas de... Nous sommes déjà libres. Parce que si un seul instant, on n'était pas libre, on ne pouvait pas être sur ces plateaux en train de parler. Parce que un téléspectateur a dit là tout à l'heure que les services français sont en train de trembler et tout. Toute la France, la preuve en est, dès que nous faisons une émission ici, Macron convoque ces gens. Il convoque et dit, mais pourquoi, comment ces gens nous ont échappé? Essayez de, la cellule de l'Élysée africaine de l'Élysée travaille justement, essaie de travailler dans ce sens-là pour demander que, mais, quels sont ces gars? Ils sont dans quel couloir? Essayez de voir, mais, même s'il faut les corrompre, essayez de les donner un peu d'argent. Vous voyez un peu? Mais c'est pour ça que nous interpellons tous ces grands leaders, tous ceux qui ont un peu de moyens que véritablement penser à ce qui éveille les consciences africaines pour que nous ne puissions pas perdre la ligne droite du combat. Parce que la vérité, c'est que la plupart, vous êtes surpris, il y a des grands combattants qui combattaient le franc CFA qu'on a recruté à la cellule africaine de l'Élysée. Directement, on les a corrompus. Les promoteurs de l'écho. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu de soutien véritable dans nos différents Vos 3 minutes se sont écoulées déjà depuis longtemps. Hein. Merci André Kissel Fanga. Pendant ce temps, Simon de, je vais prendre d'ailleurs une réaction de Gisèle Frasse qui nous dit que toutes les richesses de l'Afrique sont ignorées par nos étudiants encore enfermés dans l'éducation occidentale. Pourtant, on pourra avoir justement des étudiants qui vont étudier le pétrole, qui vont étudier comment produire le gaz et tout ce qui va avec.
Mon frère Ngos, si un enfant te gifle, soit tu l'as porté à ton niveau, soit tu t'es rabaissé à ton niveau. Il y a deux choses. Ou tu te mets debout, l'enfant ne peut pas sauter pour te gifler, ou tu te rabaisses à son niveau, il te gifle, ou bien tu le portes, il te gifle. Et ceci dit, quand je parle du programme africain pour le développement du continent, Oui. c'est que dès qu'on met en place les Made in Africa dans chaque pays, les universités, les écoles de technologie sont concernées parce que tout ce qui parle production parle d'une succession de technologies, que ce soit dans les laboratoires, que ce soit dans les génies électriques, dans tout, le marketing, le packaging, tout et tout rentre là-dedans. Ça dit que le Made in Africa, c'est un tout. Le pétrole, c'est rien du tout. Le début, c'est l'agroalimentaire et l'agro-santé. Quand tu manges, quand tu es en santé, tu peux penser à transformer le pétrole. Bien sûr. Mais quand tu as faim, tu cherches seulement à tout faire, créer les guerres pour te rassasier. Or, il faut commencer par l'essentiel. Oui. Je dis encore, si tous les Africains de la diaspora, ils n'ont pas besoin d'un gouvernement pour venir investir dans l'alimentation, dans l'alimentaire. Ils se mettent à 100, ils mettent 100 000 francs. Ils rentrent, ils demandent l'avis de quelqu'un pour aller transformer le manioc. Je dis non. Est-ce qu'ils ont besoin de l'avis de quelqu'un? Au contraire, ils créent des emplois. Donc, je vais vous dire, donner un exemple. Au Bénin, par exemple, il y a des mairies qui sont déjà intéressées par le Made in Bénin. Et je veux faire une tournée là-bas, au Bénin, et en Afrique de l'Ouest, là, pour mettre en place ces projets, leur donner les informations, leur donner comment faire pour mettre en place cette histoire-là. Donc, enfin, je suis obligé d'aller en Afrique de l'Ouest, je veux faire plusieurs pays. Et c'est lieu ici d'interpeller tous les Africains qui sont intéressés de m'appeler, parce que dans chaque pays, on met en place un représentant qui est à la tête du projet et qui réunit tous les autres. C'est important pour qu'on libère l'Afrique. Parce que quand je vois ce pétrole-là, je dis en un temps record, on peut l'exploiter. Nos patriotes de la diaspora qui ont reçu des formations, il manque quoi faire. On n'a pas besoin de l'État. Il suffit de se mettre ensemble, de dire voilà ce pétrole, on va créer des emplois, des milliers d'emplois. C'est l'État qui va profiter. Et le peuple va profiter. On va créer des routes, on va tout créer. Ce n'est pas un problème, c'est une question de volonté et d'organisation. Je dis ça fait au moins 15 ans que je suis dans ce projet. Je me bats jour et nuit pour trouver une solution. Je me réjouis aujourd'hui de savoir que plusieurs produits sont dans des pays africains, made in Cameroun. Et on a des produits made in Bénin qui vont venir au Cameroun, made in Guinée qui vont venir au Cameroun, et progressivement, on va fédérer toutes les forces pour pouvoir développer notre continent. Merci beaucoup à vous, Simon Dey, également d'avoir été là ce matin. Albert Anatola, ici, quand on sait toutes ces choses, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Samir Amin, c'était un économiste politique, un franco-égyptien, qui a théorisé la thèse, permettez-moi la répétition, allez-y, on vous comprend. La thèse du système dominant. Il indique justement que le capitalisme mondial a mis en place un système dominant, notamment qui défavorise les pays pauvres, notamment les pays d'Afrique subsaharienne. Et justement, il faut changer de paradigme. Et le paradigme passe par à la fois l'indépendance politique, l'indépendance économique et surtout le changement de paradigme au niveau des échanges commerciaux, parce qu'en réalité, la plupart de nos richesses, de nos matières premières, justement, sont exploitées par les groupes étrangers. Il faut donc que ce changement-là, il faut donc qu'il y ait un changement de paradigme. Même au niveau de l'agroalimentaire, sur le continent africain, vous avez les groupes comme Bolloré qui viennent encore se mettre des affaires de l'agroalimentaire ou bien de l'agriculture. Or, nous avons des espaces. Ça répond à la préoccupation, je crois, de Pauline, qui parle d'un système inégalitaire. Oui. Écoutez, je crois que tout à l'heure vous l'avez dit, non, c'est elle qui l'a indiqué. Lorsque l'Occident s'engage dans un projet, c'est pour résoudre ses problèmes. Et nos problèmes leurs problèmes ne sont pas les nôtres. Et vice-versa. Mais en même temps, nous sommes dans la mouvance de la mondialisation. Ce qui suppose donc qu'on doit être en phase avec le système mondial, notamment pour ce qui concerne l'éducation, qui doit être endogénisé en prenant en compte notre environnement. Ce qui convoque donc le démantèlement du système culturel qui nous a été imposé et l'appropriation de nos éléments culturels
qui prennent en compte d'abord nos réalités, nos besoins et notre environnement. Pour ce qui concerne l'éducation, notamment au niveau des filières spécialisées, nous en avons, ça c'est de la responsabilité de l'État. C'est-à-dire qu'il doit mettre en place des filières, je veux dire, futuristes, qui permettent justement de se projeter. Parce que le problème avec nous les Africains, c'est que nous ne sommes pas dans la prospective. En tout cas, la plupart de nos gouvernants ne sont pas dans la prospective, mais il paraît qu'ils ont les planificateurs, mais ces planificateurs ne sont pas dans la prospective. Non, ils sont dans la rétrospective et constamment, ou bien la réactivité. Il faut donc à un moment donné qu'on puisse anticiper comme les autres le font. Parce qu'il est quand même assez scandaleux que l'uranium du Niger soit transformé en franc et qu'au Niger, on a des enfants qui ont un repas par jour, qui dorment dans l'obscurité. Il est quand même paradoxal qu'au Cameroun, vous avez, n'est-ce pas, les Chinois qui exploitent l'or de Bataroya, de Bataroya, justement. Et tout cet or-là, pas directement, sans aucune contrepartie, ni pour les communautés riveraines, ni pour l'État camerounais. Donc je pense que de mon point de vue, il faut engager d'abord, je crois que c'est un homme qui a l'habitude de dire, engager un débat d'abord au niveau du contentieux historique, parce qu'il faut mettre à plat tous ces accords justement de prédation qui ont été écrits en l'absence des Africains. C'est important et c'est bien pour l'avenir. Et en plus, je termine par là, nous avons une diaspora très dynamique qui ne rêve que de revenir sur le continent africain dans la dynamique de la condition de l'Afrique. Mais il faut justement, pour que cette dynamique-là, qui très souvent a des moyens financiers, intellectuels pour le faire, très souvent, le problème qui se pose, c'est des conditions. Et l'environnement. Et l'environnement, messieurs, permettez-moi de lire un message avant de nous séparer. Bonjour à tous les panélistes, c'est monsieur NMS depuis le Maroc. Vos émissions sont une lumière pour tous les Africains. Continuez votre combat. Nous vous soutenons. Tous veulent l'Afrique. À nous les Africains de faire basculer cette fois le rapport de force de notre côté. Il s'appelle NMS et il nous écrit depuis le Maroc. Les messages, il y en a encore plein, messieurs, ce matin. Mais je ne pourrai pas les lire. Je vais prendre un dernier pour un chanceux. Bonjour Steve, l'Occident ne nous permettra jamais de nous affranchir pour qu'il souffre. Il nous appartient de nous en débarrasser pour assurer le développement de l'Afrique. C'est Adjessa Jean-Paul qui nous écrit depuis Yaoundé ce matin. Bonjour le panel, un bonjour spécial à mon homonyme est là, à qui je demande son numéro. J'ai un petit projet à lui présenter. Je réponds au 600... Bon d'accord, je vous le donnerai plus tard. Hein. D'accord, je pense que ce sera le dernier de tous les messages d'ailleurs. Simon, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Merci une fois de m'avoir invité. Je voudrais encore remercier sincèrement tous ceux qui m'ont assisté à l'occasion de ce deuil. Et leur dire encore 1000 fois merci. Et je rappelle que je risque, avec si les gens qui nous invitent en Afrique de l'Ouest le permettent, je pourrais me déplacer avec une équipe de DBS pour aller couvrir l'événement. Parce que c'est très important. C'est un événement extrêmement important. Et peut-être avec quelques journalistes, si jamais, comme ils sont en train de promettre, ils le font. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Abdelghissel Fanga, merci à vous également d'avoir été là. Merci Jocelyn Goss. 30% des parts de marché sont déjà enlevées aux entreprises françaises au Cameroun. Super. 30%. Selon des articles. Et c'est l'ambassadeur lui-même de France qui l'a dit à l'IRIC lors d'une conférence. J'espère que ce ne sera pas de la flatterie. Non, ce n'est pas de la flatterie, c'est une plainte en réalité. Il s'en plaignait. Il s'en plaignait. Donc, on va arriver à 100%. Donc, on veut 100%. Là, au moins, nous serons satisfaits. Donc, non, ils étaient à 40%. Au Cameroun, de part de marché, ils ont perdu 30%, donc il ne reste que 10%. Même 10%. Et les 10% là, c'est pour dire à Cameraille et cette bêtise qu'ils veulent organiser le 1er juillet, que arrêtez ça. Les Camerounais qui vont aller là-bas sont des vrais idiots. C'est des idiots. On ne peut pas avoir organisé un rail ou bien le transport par rail avec cette situation qui n'est pas encore terminée, alors que Cameraille a tué des Camerounais. Donc vraiment, monsieur le ministre des Transports, arrêtez cette mascarade-là. Albert Alatolaïsi, merci d'avoir été là ce matin. Écoutez, ce fut un plaisir. J'ai une pensée très émue ce matin pour la Légion étrangère qui anime le mouvement sportif français.
après avoir raté son pénalty d'hier, La Légion étrangère. alors on dénie désormais à M. Mbappé sa nationalité C'est lui qui a raté. française. Moi, je peux regarder ça. Sa nationalité française, désormais il est devenu camerounais. En tout cas, j'ai une pensée émue pour ces Africains. Ils feront de meilleurs choix prochainement. Et j'ai Merci. vu un petit dessin. Paul, merci à vous également d'avoir été là ce matin. Merci à tous mes compagnons. J'apprends toujours beaucoup avec vous. Merci Steve de m'avoir invité une fois de plus. Je voudrais dire quand même à la suite du reportage sur le pétrole qu'on a un fidèle téléspectateur du côté de l'Allemagne, un Camerounais qui répond au nom de Guy Loé, qui a fait un commentaire intéressant qui édifiera tout le monde. Il a expliqué, parce qu'il est ingénieur en pipeline, donc il comprend bien tous les phénomènes de pétrole. Il a expliqué que ce phénomène de pétrole qui sort du sol est dû en fait à soit à une fraction de la couche de sol, soit à une couche de sol assez fine pour ne pas retenir le pétrole sous sa couche. Et donc ça c'est un phénomène qu'on appelle cap rock. Donc voilà, je me fais le porte-parole d'un ingénieur, donc je suis un peu ingénieur aussi en pétrole. Les pays comme le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad échapperont-ils à la malédiction pétrolière? Ou alors, la manne pétrolière profitera-t-elle aux populations? Autant de questions qui suscitent une attention particulière, surtout dans un contexte régional marqué par les menaces récurrentes des conflits à forte capacité de déstabilisation. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.